Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM. Aujourd'hui, c'est la fête chez les chrétiens catholiques. Marie, la Vierge Marie est montée au ciel, c'est l'Assomption. Mais Victoire FM est là et vous nous écoutez bien évidemment. Maxime Demigny, encore une fois, bonjour. Oui, bonjour Joachim, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes directeur de la rédaction du journal L'Alternative. Effectivement. Et Tchaniao Arimiao, bonjour. Joachim, bonjour. Vous êtes directeur de publication de Nouvelles Opinions. Tout à fait. Est-il maintenant, doit-on avoir peur de circuler désormais sur nos routes? Oui, vous savez, le problème d'insécurité tel que vous l'avez décrit tout à l'heure concerne pratiquement tous les pays d'Afrique. Et ce que vous avez décrit sur la route de Kpalimé, ce n'est pas la première fois que nous entendons de ces cas d'insécurité qui se vivent sur notre territoire. Il n'y a pas que la route de Kpalimé, il fut des mois, un peu en arrière, vous avez les mêmes situations sur la route internationale Lomé-Saint-Cassé. Par endroits, on signale ces sorties des bandits. Et quand vous allez fouiller pour voir clairement, d'aucuns vont penser que c'est un problème systématique qui concerne le gouvernement, mais ici je dis que ça nous engage tous, parce que quand vous écoutez le taximan, celui-là même qui a été témoin, qui a dit tout à l'heure qui a failli perdre sa vie, il a dit qu'il s'agissait des peuls. En un autre terme, on allait pouvoir, s'ils n'avaient pas pu détecter des gens qui avaient enlevé leur kangoul, d'aucuns diront que bon voilà, peut-être c'est des Togolais qui simulent l'anglais pour créer une confusion. Il a bien vu les visages, il a su, et puis quand vous regardez les peuls, vous ne mettez pas assez de temps pour comprendre. Et donc c'est pour dire que, vous savez, beaucoup de pays d'Afrique ont des problèmes d'insécurité. Vous avez le Tchad, vous allez un peu vers le Sahel, vous retrouvez le Mali, avec tout ce que nous avons connu ces dernières années. Des gens sont partis avec des armes, que ce soit d'après la guerre de la Libye, et beaucoup se sont retrouvés dans nos pays et sèment la terreur comme ce que nous avons vécu. Et là, j'interpelle le gouvernement, effectivement, qui fait de son mieux. Et je demande à ce que les populations aussi s'engagent pour accompagner le gouvernement dans ce combat, parce que nous sommes un peu, la population est un peu proche de ces gens-là, parce que les gens sont sortis de la bourse, et là-bas, vers Kévé, il y a des champs, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes qui vont aux champs. Quand vous voyez qu'il y a des gens que vous n'arrivez pas à assimiler à vos populations, il ne faut pas attendre que des forfaits soient avant de les dénoncer. Au retour, vous pouvez dire, quand nous étions aux champs, on a vu des gens, on n'a pas compris qui ils sont, on ne les connaît pas, et que la gendarmerie et la police et tous ces gens-là qui viennent à notre secours en matière de sécurité, qu'ils puissent commencer par fouler les coins là pour déterminer. Voilà, justement, les forces de l'ordre font de leur mieux. Cependant, sur ces axes routiers, récemment, il y a eu un cas également vers Jeunesse en mission, vers Noépé, où d'ailleurs même un des braqueurs avait été abattu. Mais doit-on dire qu'il y a un laisser-aller de la part des forces de sécurité sur ces axes routiers? Oui, bon, moi je ne vais pas seulement parler de cet axe routier, parce que la question de l'insécurité, ça concerne tous les Togolais. Et naturellement, aujourd'hui, on parle de l'axe routier Lomé-Palimé, mais croyez-moi, si vous allez sur d'autres axes routiers, vous avez les mêmes problèmes. Et en dehors même des axes routiers, il y a des bandes organisées qui sèment l'insécurité dans le quartier, et apparemment, il n'y a personne pour les arrêter. Par exemple, si vous allez dans la zone de Zanguera, vous avez une bande organisée qui sème la terreur. Ils prétestent d'une affaire de litige foncier, et puis ils sèment la terreur depuis plusieurs mois dans cette zone. Et ça couvre la zone dans laquelle ils sèment la terreur couvre plusieurs cantons, villages. Les chefs de village ont même écrit au chef de l'État pour se plaindre. Les victimes ont écrit au ministre de la Justice, au ministre de la Sécurité, sans réponse jusqu'à ce jour. Et pourtant, c'est des gens, des gros bras et tout ça, des gens qui sont munis de machettes, de barres de fer, ainsi de suite. D'armes blanches. Oui, d'armes blanches et d'armes à feu aussi, qui sèment la terreur, qui tabassent les gens sous prétexte de litige foncier. Et il n'y a personne pour les arrêter. Je vous dis que des chefs ont écrit, plusieurs chefs ont écrit
des lettres. Moi, j'ai une copie de la lettre au chef de l'État, ainsi de suite. Mais il n'y a personne en face pour les arrêter. Et même les forces de sécurité, j'ai même appris que la gendarmerie se plaint parce que chaque fois qu'ils arrêtent, ils tentent d'arrêter certains. Dès qu'ils les arrêtent, ils les envoient à la justice. Ils sont tout de suite libérés. Et donc, la question de l'insécurité, bon, il y a tout à l'heure, notre confrère a dit que ça touche plusieurs pays d'Afrique. Le Togo n'a pas la taille du Mali. Par exemple, le Togo n'a pas la taille du Tchad. Par exemple, le Togo est un petit pays et nous avons, à mon avis, assez d'éléments pour sécuriser les choses. Et puis, bon, voilà, on ne peut pas... mais si tel est le cas, alors là, ça pose le problème de collaboration entre la justice et les forces de sécurité et de l'ordre, bien évidemment. Il y a ce problème. Il y a ce problème, mais il y a aussi la capacité de nos forces de sécurité à anticiper ce certain nombre de choses. On connaît les zones endémiques pour... les zones à grand risque. Voilà, on connaît ça. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois des agents de forces de sécurité, soit des gendarmes ou des policiers, sur le site du péage de Zanguera. Et bon, j'ai cru comprendre que, voilà, je les vois les soirs, les après-midi, en fin d'après-midi vers les 17h. Et ça rassure parfois, hein? Et j'ai cru comprendre que c'est des gens qui assurent la sécurité sur l'art. Ces gens, ils s'embarquent à bord des voitures, à bord des véhicules, ainsi de suite. Mais bon, je ne sais pas comment ça se fait que malgré tout ça, on arrive à assister à des ce qui est ahurissant, c'est que nos forces de sécurité sont à ce jour incapables de prévenir un certain nombre de choses. Et puis tout à l'heure, excusez-moi de revenir sur ce que tout à l'heure, le confrère parlait il interpellait la population à collaborer avec les forces de sécurité. Ça aussi, ça ne vient pas comme ça, es nihilo. Lorsque vous passez tout votre temps à terroriser, la population, alors vous coupez ce lien de confiance qui devrait exister entre les forces civiles, la population civile et les forces de sécurité. Mais quand même, c'est beaucoup plus accru peut-être dans les grandes villes, mais dans les campagnes, les populations sont beaucoup plus rassurées quand ils voient les corps habillés. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Oui, mais... Bon, moi, je crois qu'il ne faut pas chaque fois chercher à tirer la sonnette d'alarme et à mettre les autres dans le sac. Quand j'ai parlé d'insécurité, j'ai dit que ça touche beaucoup de pays d'Afrique. Je n'ai pas dit que je compare un pays au Togo en matière de taille ou en matière de quoi que ce soit. Mais j'ai dit les questions d'insécurité concernent toutes les populations. Aujourd'hui, quand on a abattu, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, un concitoyen, c'est le Togo qui perd. Et quand on me dit que les forces de sécurité, écoutez, quand on me dit que les forces de sécurité passent leur temps à terroriser les Togolais, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, quand vous sortez la nuit, quand on a des choses à se reprocher, c'est seulement en ce moment, quand on voit ceux qui assurent la sécurité, on se dit qu'on est en train de terroriser. Il fut 3 semaines en arrière ou 1 mois, la gendarmerie a fait une sortie, une descente dans les quartiers que mon confrère cite aujourd'hui comme connus comme étant des quartiers d'insécurité. Qu'est-ce que nous n'avons pas débattu sur les radios? Les gens sont allés sur les radios, ils ont dit que les forces de l'ordre, c'est des gens qui ne s'y prennent pas bien, c'est des gens qui effraient les Togolais. Mais vous avez dit qu'il y a des quartiers à haut risque qu'on connaît. Quand les gens font des sorties, vous venez vous-même sur les radios, vous dites voilà, ils se sont mal comportés, ils ont fait tel. Mais les bandits dont vous parlez, nous sommes dans un état de droit. Vous avez dit qu'il y a un réseau à Zanguera. Vous êtes journaliste, vous avez fait même des sorties pour faire des formations sur l'investigation. Je crois vous avoir trouvé en Afrique du Sud pour ça. Et quand vous venez, vous connaissez des réseaux de bandits. Et si vous n'avez aucune raison, écoutez, quand il n'y a pas une raison, vous ne vous allez finir, mais ne rentrez pas quand même. Non, pas du tout. Allez-y. Je suis fair play. Je suis fair play, donc je l'écoute. Moi également, je suis fair play. Parce qu'il a dit, par exemple, quand je prends la parole, je dis des choses, il me revient. Il parle au Togolais ou à Tchanyao, non. Et donc, il y a des gens qu'on connaît, et c'est lui qui les connaît peut-être. Mais je vous assure que si aujourd'hui, la gendarmerie fait une descente à Zanguera et qu'on prend certains de ces membres-là, vous verrez des Togolais qui vont vous dire « Ah, nous sommes dans un état de droit, on a fait tant, on a fait ci. » Qu'est-ce que lui-même, les gens disent après tout? Qu'on a pris des gens, les a amenés à la justice et ces gens-là se retrouvent à la maison. Ça veut dire que quelque part, il y a un travail qui se fait. Dans un état de droit, la gendarmerie ne peut pas, parce qu'elle a pris un bandit, et là, elle le garde à sa guise. Elle l'amène là où on fait le jugement. Donc ici, je crois qu'il y a toujours un problème de justice qui se pose. Et qu'est-ce qui fait que les gens là reviennent? C'est tôt ou quelques jours après. Alors, ça veut dire que c'est de grands bandits. Mais je ne sais pas
qui est ce bandit-là. Mais je dis, si on prend quelqu'un, on l'amène là où on juge les citoyens, et que cette personne se retrouve, je ne peux pas faire un commentaire. Mais oui, maintenant, ce que disait Maxime tout à l'heure, sans pour autant le dédouaner, mais vous aurez remarqué que le chauffeur tout à l'heure, le taximan tout à l'heure avait dit qu'ils étaient à près de 900 mètres de la gendarmerie de Badja. Alors que les coups de feu crépitaient et ça sonnait, ça tirait, mais personne n'a réagi. On a dû appeler le CB. Il disait qu'il est en mission à Lomé, il allait rappeler quelqu'un, etc., etc. Pendant ce temps, les populations étaient terrorisées avec les armes blanches et bien d'autres personnes avaient été tuées. Je vais vous dire quelque chose. En venant ici, s'il y a quelqu'un qui planifiait de me créer des ennuis en route, je peux être même à 2 pas d'un camp. Celui qui prépare de m'attaquer, lui, c'est son plan. Ce n'est pas lorsqu'il m'attaque que les autres immédiatement savent qu'il y a quelque chose. Reste à savoir si les crépitements là ont dû alarmer les populations d'à côté. Il ne faut pas seulement tirer des conclusions. Je ne dédouane pas la gendarmerie. Mais je crois que si j'étais gendarme, si tu étais gendarme, si Maxime était gendarme ou militaire, il ne serait pas dans une fierté quand on dit qu'il est là et qu'on est venu terroriser et abattre certains citoyens. Je ne crois pas que ce soit... C'est tout à fait réel ce que vous dites. Cependant, on serait sur un autre terrain. Là, je pense la promptitude avec laquelle les forces d'intervention, les forces de l'ordre interviendraient. Reste à savoir s'ils ont tous les moyens pour le faire. Oui, vous avez décrit tout à l'heure comment la chose s'est passée. Ça veut dire que ça a duré de longues minutes quand même. Bien sûr. Après, parce que il y a le premier chauffeur qui a eu le temps de se tirer et il y a une autre 4x4 qui est arrivé. Il y a après... le taxi bagage et c'est à bord de ce taxi bagage. Il y a même un camion de Seco qui est arrivé. Ça a duré de longues minutes et on était à moins d'1 kilomètre d'une gendarmerie. Moi, ce n'est pas avec fierté que je dis, que je fais le constat que nos forces de sécurité, ils ne sont pas promptes pour assurer la sécurité des concitoyens. Ce n'est pas avec fierté. C'est un constat que nous faisons. Et puis lorsque je dis qu'il y a cette cassure entre la population civile et les forces de sécurité, je n'invente rien. J'ai même entendu moi-même le ministre de la Sécurité se plaint de la situation. J'ai été à un atelier où il était question de police de proximité. Le ministre même s'est plaint. Il a dit clairement qu'aujourd'hui, le constat est fait que, la population n'a pas confiance aux forces de sécurité. Et donc, lorsque, par exemple, eux lancent les appels à contribution, tout ça, que ça ne leur revient pas. Je pense bien que ça serait vers la fin de l'année dernière. Oui, naturellement. Et donc, c'est pour dire que c'est un constat que nous faisons tous. Maintenant, il va falloir que nos forces de sécurité nous démontrent le contraire. Le constat aujourd'hui est que lorsque la population ou bien les citoyens sont en détresse, ils n'ont pas à leur côté ceux qui sont formés, ceux qui sont payés pour. Et contrairement à ça, lorsque par exemple il y a d'autres choses, d'autres manifestations ou je sais pas quoi, d'autres choses, on les retrouve en quantité industrielle, devrais-je dire. Et puis lorsqu'on parle d'intervention des forces de sécurité, on ne dit pas que quelqu'un se lève pour aller brimer les citoyens. Vous savez, tout est réglementé dans un pays de droit. Il va falloir que tout se fasse dans les normes. Voilà, il va falloir que tout se fasse dans les normes. Et lorsque Tania m'interpelle, moi je ne me vante pas des journalistes d'investigation, je le prouve. On dit le tigre ne crie pas sa tigritude, c'est ça, non? Et donc à l'alternative, nous prouvons ce que nous savons faire en tant qu'investigateurs. Et nous avons dit qu'il y a un réseau, une bande de mafieux qui sème la terreur. Dans le canton des Anguillas. C'est le fruit d'une investigation. Nous invitons les autorités. Puis j'ai dit que nous sommes détenteurs de courriers adressés aux autorités compétentes, au président de la République, au ministre de la Justice, au ministre de la Sécurité, mais qui jusqu'ici sont restés lettres mortes. Et certainement par rapport à ce énième cas, nous osons croire que le ministre de la Sécurité, avec tous ces éléments, ne va se laisser faire. Et puis, comme le taximan l'a dit, c'est un peu à supposer que ce monsieur serait en train de planifier un coup d'État d'un moment à l'autre, on va l'interpeller. Voilà que le monsieur l'a identifié clairement, il a d'ailleurs même cité le nom des Peuls. Alors on attend de voir ce que la gendarmerie va faire très prochainement. Mais je crois que, vous savez, la gendarmerie, la police, les forces de l'ordre dans leur ensemble ont besoin qu'il y ait des délateurs qui les aident dans leur travail. Quand j'ai interpellé mon confrère, mon jeune frère Maxime, en disant que quand les journalistes font une investigation et qu'ils ont des résultats probants, ils peuvent. Il a relevé tout à l'heure que les gens ont écrit au chef de l'État, que les gens ont écrit au ministre de la Sécurité. Et de la Justice. Mais j'ai dit que la presse a aussi obligation d'aider
Si les gens comme eux qui avaient pu faire cette investigation, qui connaissent, ils connaissent directement les intéressés. Mais quand même, la presse ne peut pas prendre la place. Je ne dis pas de prendre la place. Là où je suis, si je suis citoyen togolais et je fais des investigations, je vois que dans les heures qui suivent, il y a des gens qui se planifient, à détruire mon pays. Je peux aller directement et de façon... Et signaler ce cas de droit. Oui, c'est ce que je veux, que les confrères puissent nous aider à faire. Et quand on le fait, et que la gendarmerie n'agit pas, on peut dire que voilà, il y a 8 ans, nous avons aidé, nous avons montré des pistes, mais quand les gens écrivent, et quand on a écrit, sûrement qu'on a pris certains, puisqu'on dit que quand on prend les gens, on les relâche. Voilà. C'est en cela que j'ai dit que la presse doit aussi collaborer, elle doit aider à ce que les Togolais connaissent la paix que nous tous nous cherchons. Oui, Tchaniao, vous utilisez le gaz chez vous? Le gaz butane? Oui, merci. Maxime, vous en utilisez aussi? Bien sûr, bien sûr. Avez-vous été surpris de la réaction ou bien de l'augmentation de la semaine dernière? Oui. En fait, vous savez, il y a une première note de Total qui a clairement dit que le fait qu'ils aient pratiqué un prix supérieur au prix qu'ils pratiquaient avant, ou bien qu'ils aient décidé de le faire, ils sont retraités, je crois, 24 heures plus tard. Le fait qu'ils aient décidé de le faire, c'est consécutif à une décision du gouvernement qui a supprimé la subvention sur le gaz. Et aujourd'hui, on n'est pas revenu sur cette suppression. On a juste décidé de pratiquer les anciens prix jusqu'à un moment donné. Ça veut dire que le gouvernement a effectivement supprimé la subvention sur le gaz. Et, par exemple, la bouteille de 12 kilos qui était cédée à 6 500 est passée à plus de 9 500, s'il vous plaît. Plus de 40 690. Plus de 40% d'augmentation. Mais c'est quand même grand, c'est quand même énorme. Et puis, lorsque l'État décide de supprimer la subvention sur un produit de grande consommation comme le gaz, on ne le fait pas comme ça. Et puis, on ne prend pas les citoyens de court. On ne le fait pas en catimini. Ça doit être à l'issue d'un débat, de plein d'autres choses, d'un processus graduel. On ne peut pas être là et puis subitement, c'est une société qui nous apprend que l'État a supprimé, une société privée qui nous apprend que l'État a supprimé la subvention sur le gaz et les prix flambent d'un coup de plus de 40%. Ce n'est pas normal. Pas normal du tout. Ça ne demande pas la considération, une considération que le gouvernement a c'est la question que je voudrais poser. Est-ce que le gouvernement a obligation de considérer, du moins ses citoyens, ceux qu'il gouverne, afin de pouvoir les informer par rapport à ces genres de cas? Joachim, partout où j'en ai eu l'occasion, j'ai toujours dit que le gouvernement togolais, tous les ministres pratiquement, exception faite à quelques-uns, communiquent mal. Il y en a qui ne considèrent pas les actes qu'ils posent et qui ne mesurent pas la portée des actes qu'ils posent. Le ministère du Commerce, à plusieurs reprises, nous l'avons toujours interpellé. Il y a eu des situations, pas seulement du gaz, où on n'a rien dit aux populations. On ne dit rien. Mais ici, par rapport à ce problème de gaz... Même la démission ou bien l'éviction du ministre Ayassor du gouvernement la dernière fois, aucune communication. Par rapport à ça... Seulement, on a dit c'est un remaniement technique. Allez-y d'abord. Au plateau ici, je crois que je suis plus âgé que tous vous deux. Et je sais que nous avons connu le Togo et ce n'est pas la première éviction qui est tenue lieu depuis que le Togo y est. Il y a eu des évictions, mais jamais on a dit pourquoi. Même sous vos yeux, on a enlevé le ministre Nagou. Sous vos yeux, il y a l'autre là, le ministre Gozan, ils ont connu tout ce sort, mais on n'a jamais motivé pourquoi ils sont partis. Mais pour Ayassor, au moins, vous avez été servi. On a dit que c'est un remaniement technique. Donc là, au moins, les gens ont compris qu'il y a une obligation technique qui a amené les Togolais à enlever comme ça le ministre des Finances. Et maintenant, moi, j'ai dit que par rapport au prix du gaz, chapeau à la presse. Et c'est en cela que je disais que la presse peut aider à ce que les gouvernants prennent leurs responsabilités. Aussitôt que les prix là ont été montés de façon exorbitante, la presse ne s'est pas tue. Tous, nous avons en synergie combattu cela. Et vous avez vu, c'est à peine 24 heures, ils sont revenus à la normale. Ça veut dire que nous avons un rôle
Et aujourd'hui, je suis très fier que quand nous venons nous gosiller, quand nous allons écrire et nous crions un peu partout là, les gens prennent parfois en compte ce qui est intéressant. Et en cela, chapeau à tous les confrères togolais. Ou bien y a-t-il eu d'autres pesanteurs qui étaient intervenus, qui se seraient intervenus? C'est pourquoi le gouvernement a dû obliger la société totale à revoir. Oui, ils ont vu la réaction. Ils ont vu la réaction que cela risquait de provoquer. Ils ont interpellé Total. Donc dans tout le pays. Oui, et naturellement, Total, dans sa deuxième communication, dont on a eu copie, Total n'a pas remis en cause la suppression de la subvention de l'État. Total a juste dit qu'après avoir discuté avec le gouvernement, ils ont convenu de continuer par pratiquer les anciens prix jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que jusqu'ici, le gouvernement n'est pas revenu sur sa décision de supprimer sa subvention sur le gaz. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on décide de supprimer la subvention du gouvernement sur le gaz? Le gaz étant un produit de grande consommation. Et puis le gaz, vous savez, aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes consomment le gaz, on consomme moins le charbon. Du coup, il y a moins de pression sur les ressources forestières. Et vous savez, le Togo est le pays le plus déforesté, j'allais dire, le plus victime, de déforestation. Vraiment le couvert végétal. Le plus victime de déforestation dans les pays de l'UEMOA. Même les pays qui sont dans le Sahel, ils ont plus de couverture, de taux de couverture de forêt que le Togo. Ce n'est pas normal. Maintenant que vous poussez les gens à retourner au charbon, mais alors vous les poussez à aller couper les bois, à fabriquer le charbon, ainsi de suite. Et donc, mais est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je pense que avant de prendre ces gens de COP21 a voulu. Bah allez, bon, vous savez, il y a des gens qui participent à ces genres de rendez-vous sans avoir un projet concret. Ils y vont parce qu'il faut y aller. Vous savez, avant de supprimer, de prendre une telle décision, qui a un tel impact. On a parlé tout à l'heure de plus de 40% d'augmentation. Ça veut dire qu'un produit que vous achetez à 1000 francs est parti à 1400 du jour au lendemain. Avant de prendre une telle décision, sachant très bien que le pouvoir d'achat du citoyen est très très limité et qu'il n'y a rien qui augmente le pouvoir d'achat du citoyen dans les jours qui viennent. Mais allez, vous prenez un certain nombre de mesures. On ne peut pas comprendre comment est-ce que du jour au lendemain le gouvernement décide, parce que eux, c'est rarement qu'ils achètent le gaz, peut-être qu'ils ont des dotations des sociétés privées qui sont dans le... Ils n'achètent même pas le carburant. Ils n'en souffrent pas. Ils n'en souffrent pas. Donc ils ne se mettent pas dans la peau des citoyens. Et c'est grave si on ne peut pas prendre des décisions comme ça, parce qu'ils ont peut-être les dotations ou bien ils ont les moyens d'acquérir ce gaz. Mais maintenant, Maxime, comme vous venez de le dire... Donc ils prennent des décisions comme... voilà, ils l'entendent. Alors, Tchaniao, doit-on craindre peut-être une nouvelle flambée, puisque le gouvernement n'a pas sorti un communiqué pour dire à la population que je subventionne encore ou je reprends la subvention? Rien n'est dit. Rien n'est dit, mais puisque ce n'est pas à une société privée, Total Togo, de subventionner. On a déjà fait le constat que le gouvernement togolais ne communique pas. Et je vous assure que quand les gens ont quitté les nouveaux prix pour retourner aux anciens, ça veut dire qu'il y a des remue-ménages qui sont en train de se faire. Et je me dis que la subvention là sera rétablie parce que les conséquences de la flambée, l'État même aurait déjà mesuré ce que ça peut lui coûter. Et c'est la raison pour laquelle on est revenu aux anciens prix. Et je crois que la subvention, elle va se rétablir d'une façon ou d'une autre. Et c'est pourquoi on a gardé toujours le silence autour. Mais on invite toujours ces gens-là à communiquer parce que quand même le gouvernement a été mis en cause dans l'affaire Wassem Gates. Jusqu'à aujourd'hui, aucune autorité en fonction n'a levé son petit doigt pour placer un mot. Oui. Pour situer l'opinion. Le problème de Wassem, avec tout ce que cela a engendré dans le pays, moi personnellement, je voudrais dire qu'il faut que nous, journalistes, parce que nous sommes là, c'est pour éclairer la lanterne des populations, qu'on commence par vraiment faire des investigations, par faire des recherches autour de ce problème. Parce que nous n'allons pas avoir assez de temps pour parler de ça, mais je voudrais comprendre que avant que Wassem n'existe, il y avait Simao. Oui. Et depuis 1982, Simao a fermé ses portes. Et en 1996, il y a un Togolais qui a négocié la réouverture de Simao. Et c'est depuis ce temps que Wassem, en 1997, a commencé. Donc, quand vous regardez tout le processus jusqu'à ce jour, au point où on commence par nous parler de l'évasion fiscale, je suis resté sur une foi parce que nous avons plein d'économistes au Togo qui devraient pouvoir prendre les micros et expliquer aux citoyens ce que c'est que l'évasion fiscale, qu'est-ce que cela comporte. Parce que moi, je me limite à quelque chose que je vais dire ici tout à l'heure.
nous sommes restés également sur une soif parce que les gouvernants n'ont rien dit. Moi, je veux savoir, est-ce que les sociétés Ouassem, avec ATS et tout ce qu'on dit, est-ce qu'ils payent leurs impôts? Est-ce qu'ils, tous les devoirs qu'ils ont envers l'État togolais, est-ce qu'ils ont soldé tout cela? Mais ça, c'est les gouvernants qui doivent nous le dire. Tout à l'heure, tous les Togolais sont conscients et sont d'accord que même toi, Joachim, même moi, même mon frère, nous pouvons aller aussi prendre des actions à Ouassem. Mais maintenant, ce qui reste à savoir, est-ce que Ouassem est en règle avec l'État togolais? Est-ce que Ouassem, comme toutes les sociétés, une conférence a eu lieu par rapport à cela samedi? Maxime Domeny, c'est votre journal qui a sorti ce dossier dans le pays après des mois d'investigation. Est-ce que l'État togolais, disons Ouassem, est en règle avec l'OTR? Oui, tout à l'heure, je m'attendais à une félicitation au moins de la part de mon frère Tchaniao parce qu'il parlait d'investigation. Voilà. Voilà excusez-moi, avant que tu continues, j'ai eu l'occasion de féliciter Ferdinand au dernier débat. À Fréquence 1, je l'ai félicité pour ce travail. Merci beaucoup. En fait, voilà, vous avez parlé d'une conférence qu'on a organisée. C'était une initiative de l'association Veille économique présidée par un économiste. Juste tout à l'heure, Tchaniao, il interpellait les économistes. Tout à l'heure, voilà, il a interpellé les économistes, comme je l'ai dit. Et donc, c'est un économiste qui a pris l'initiative d'organiser cette conférence. Et puis, nous a invités, nous, de notre journal, à venir parler un peu de ce qu'on a découvert. Et ensuite, il a fait ses analyses. En fait, qu'est-ce qu'on a découvert? Nous, on a découvert à l'issue de notre investigation que les responsables de Ouassem, de ATS, de Togorail, de Diamond Cement et tout ça, ces responsables font de l'évasion fiscale. Ils ont créé ce qu'on appelle des sociétés écrans dans les paradis fiscaux. Et puis, à partir de ces sociétés écrans, à partir d'ici, ils font sortir de l'argent vers ces sociétés écrans. Et le but du jeu, c'est de leur éviter de payer l'impôt dû. C'est ça, en fait. Ça veut dire qu'ils viennent faire des affaires ici. Ils exploitent notre calcaire. Depuis 20 ans maintenant qu'ils exploitent notre calcaire. Ils exploitent nos compatriotes, surexploitent nos compatriotes. Je rappelle que depuis la fin d'année, à peine environ 300 personnes font le travail de 1000 personnes à Ouassem. Et que près de 700 personnes ont été licenciées à Ouassem. Abusivement. Abusivement. Je rappelle également qu'il y a un an, un peu plus d'un an, c'était en juin 2015, 5 compatriotes ont perdu la vie dans un accident qui était largement évitable à Ouassem. Et qu'un an après, le même accident a eu lieu dans les mêmes conditions, sur l'initiative de la même personne. Mais Dieu merci, il n'y a plus eu de victimes. Voilà. Et puis, je rappelle également que Ouassem étant une société extractive, donc qui exploite nos calcaires, n'a pas sa place dans la zone franche. Au vu de la loi de la zone franche datant de 2011, cette loi dit clairement que sont exclus du statut de la zone franche toutes les entreprises qui font de l'exploitation minière. Et pourtant, Ouassem fait de l'exploitation minière. Depuis 2011, Ouassem aurait dû être sorti de la zone franche. Ouassem est toujours dans la zone franche. Ouassem a été, par exemple, condamné à payer à des dommages de la propriété. Est-ce que cela a échappé aux autorités du pays? Comment ça peut leur échapper? Puisqu'il y en a même qui sont actionnaires dans Ouassem. Le Premier ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, actionnaire dans Ouassem. Le ministre Babel Sili, il est actionnaire dans Ouassem. L'ancien ministre Andjo Chamdja, qui était ministre des Mines au moment où Ouassem reprenait la CIMAO, sa femme, il a pris des actions pour sa femme au sein de cette entreprise. Et donc, il y a plein de personnes, de personnalités, d'officiels qui sont dedans. Il y a les autorités sont là. Et donc, tout ce que Ouassem fait, Ouassem ne peut pas se permettre de faire tout ça sans jouir d'une complexité au niveau des officiels. Mais quand même, Madame Brigitte Ameganvi, qui est aussi actionnaire dans cette société, vous a démenti. En tout cas, après le contre-pied de ce que vous dites, en disant qu'il n'y a pas eu d'évasion fiscale. Et nous allons en parler avec vous tout de suite, mais on marque la pause et rapidement nous revenons. L'écoute de votre radio, nos deux invités, il s'agit de Maxime Domeny de l'Alternative et de Arimiao Tchaniao de Nouvelle Opinion. Alors, Maxime, je vous demandais tout à l'heure, vous aviez écouté samedi Madame Brigitte Ameganvi qui prenait le contre-pied de toutes vos investigations. Elle estimait qu'il n'y avait pas d'évasion fiscale. Je respecte Madame Brigitte Ameganvi, mais je suis désolé de constater qu'elle elle fait l'avocat du diable. Vous savez, la dernière fois, Madame Brigitte Ameganvi, elle est venue, elle a avoué que c'est nous qui lui apprenons ses co-actionnaires. Ça veut dire qu'elle était actionnaire. Au niveau de Ouassem? Oui, ça veut dire qu'elle était actionnaire sans connaître les autres qui sont actionnaires dans Ouassem.
Mais il y a opacité alors. Bah alors et parmi les actionnaires, le principal actionnaire, ou bien les principaux actionnaires sont des sociétés créées sur des paradis fiscaux. Il y a une société de nom bizarre qui s'appelle Kenel Limited ou Casitom Limited. Et donc, ces sociétés qui sont dans des paradis fiscaux, et sont les principaux, en dehors des noms qu'on connaît. Et donc, personne ne sait aujourd'hui qui sont derrière ces sociétés-là. Et donc, si Madame Brigitte Amegavi ignore tous ces détails, je ne sais pas si elle est au courant que, par exemple, les Indiens, ils ont créé Baliwad, une société avec Monsaf Fonseca, le cabinet panaméen au centre de tout ce scandale. Je ne sais pas si elle est au courant de tout ça. Je me demande si elle est au courant des réalités qui se cachent derrière l'industrie dont eux tous les actionnaires, ils tirent profit. Et donc, moi, ce que je lui recommanderais, c'est de faire profil bas et d'aller à la recherche des informations pour voir effectivement ce que nous leur reprochons, bien ce que nous avons découvert, ce que nous avons révélé, est-ce que voilà, ces informations sont exactes ou pas. Sinon, nous maintenons que voilà, les propriétaires de Wassem, ils font de l'évasion fiscale. Ils ont créé des sociétés écrans sur des îles, par exemple l'île de Man, par exemple les îles britanniques, par exemple au Delaware aux États-Unis, où ils exercent voilà, avec des régimes fiscaux qu'on appelle de paradis fiscal. Juste pour faire fuir les capitaux. Les capitaux, et que il est probable que parallèlement à l'évasion fiscale, ils font aussi de la fraude fiscale. Nous avons dit la dernière fois que nous défions tous ceux qui prennent le compte de ce que nous avons publié. Nous les défions, nous leur avons dit qu'ils ne sont pas au bout de nos recherches. On continue les investigations et n'ont pas une idée de la taille des documents que nous avons et que peut-être dans la prochaine journée, on va revenir là-dessus. On leur souhaite beaucoup de courage. Oui, et si tel est le cas et les autorités ne disent rien, doit-on conclure que qui ne dit mot consent? Non. Je crois que les juristes, ils ont des interprétations au silence. Mais ici, on ne va pas glisser sur ce terrain. Mais ce qui est déjà bien, c'est que vous avez vu qu'il y a des actionnaires comme Brigitte Amegavi, Classou, c'est l'homme du Premier ministre. Oui, non, pour ce l'homme, je vais revenir également. Brigitte, elle ne savait pas. Elle est co-actionnaire. Ça veut dire qu'il y a pratiquement tous les actionnaires qui ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, la lumière est faite sur leur nom. Et le Premier ministre Classou, j'ai dit, moi également, je suis en train de faire des recherches sur ce problème de Wassem. Et quelque part, j'ai fini par comprendre que Classou, vous l'avez même écrit, il est propriétaire de 20 actions. Oui. Et ça fait 200 000. Ça fait 200 000 francs parce qu'une action à Wassem, c'est 20 000. Donc, quand quelqu'un si lui 200 000, oui, 20 000, là, ça fait 400 000. Maintenant, le problème est posé, tous les Togolais, ce qui était un tapis dans l'ombre est maintenant aux yeux de tous. Il faut que le gouvernement communique. Parce que le Premier ministre, il faut qu'il communique pour dire aux Togolais, effectivement, les sociétés Wassem et consorts là, elles font de l'évasion, oui ou non. Parce que ici, il peut être question de quelque chose qui échappait. Est-ce qu'on peut communiquer si d'aventure on est complice et on se partage ou on se la coule douce? C'est ce que je voulais dire. Je disais que vous connaissez Brigitte. Je crois que c'est une dame que nous respectons et qui est éclairée. Si elle ne connaît même pas ses co-actionnaires, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à tous ceux qui étaient actionnaires, y compris l'actuel Premier ministre. Aujourd'hui que les gens sont en train de faire la lumière, qu'ils démontrent aux Togolais, il y a des choses qui nous échappent. Parce que si aujourd'hui les Togolais, à ce niveau-là, démontrent aux populations qu'ils sont plus amoureux, que leur cœur bat pour les étrangers, les Indiens, plutôt qu'aux citoyens, ce n'est pas normal. C'est en cela que je les interpelle. L'OTR, quand vous voyez comment l'OTR sévit, au niveau de simples citoyens. De simples citoyens, pour que les gens marquent les pas, il faut que l'OTR aussi communique. Parce que quand on parle de la fiscalité, c'est à leur niveau que tout cela se loge. Qu'ils disent aux Togolais, M. Gaperi doit dire aux Togolais, quand je suis venu, voilà le constat que j'ai fait. Et si les choses ne sont pas à la normale, qu'on essaye de corriger le tir. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a l'évasion, au même moment, nous encourageons que nos concitoyens soient actionnaires là-bas. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis 2011, avec le nouveau code minier, alors Wassem n'est toujours pas sorti de sa casquette de zone franche. Oui, mais qui sait si d'autres sociétés... J'ai dit qu'il faut que les journalistes, ceux-là qui s'intéressent, et ceux-là qui sont amoureux du Togo, que tous ouvrent des enquêtes pour essayer de voir. Parce que quand, depuis 2011,
on a sorti un nouveau code pour réglementer le secteur des zones franches. Et qu'on a dit que les entreprises, les sociétés extractives ne doivent plus être logées sous le régime de zone franche. Il y en a d'autres sociétés qui ont vu le jour. Cherchons à savoir sous quel régime. Par exemple, MM Mining, par exemple. Je ne vais pas donner le nom d'une société, mais j'ai dit aux journalistes de toute façon, ce sont des sociétés nouvellement créées, pour voir si les autres sociétés extractives qui ont vu le jour sont sous quel régime. Seulement, y aurait-il cette minorité dont le chef de l'État parlait, tapis dans l'ombre dans ces sociétés, cachées dans ces sociétés, et qui ne veulent pas du tout que les choses soient transparentes et claires? Allez, vous avez compris, vous avez tout compris. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'on fait la publication. Vous savez, il y a quelques semaines ou mois, on a publié aussi la liste des actionnaires comment ça s'appelle, ces sociétés aéroportuaires. La SALT. Pas la SALT elle-même. Excusez-moi, mais j'ai un trou de mémoire. Mais c'est pour dire que nous essayons de mettre la lumière sur les choses. Maintenant, il appartient au gouvernement de situer l'opinion. Il appartient, par exemple, tout à l'heure, Tchania a dit, il appartient à l'auteur de situer l'opinion parce que on ne peut pas se permettre de mettre autant de pression sur les citoyens. Imaginez comment est-ce qu'on met la pression fiscale sur les citoyens. Moindre initiative, les agents de l'auteur, ils viennent chez vous, ils ferment, ils vous harcèlent pour que vous puissiez payer. Et au même moment, on laisse d'autres personnes qui ont accès à notre ressource minière. Mais ressources minières qui brassent des milliards et on les laisse faire fuir de l'argent et ils ne paient pas l'impôt dû. Ce n'est pas normal du tout. Vous savez, ou bien l'OTS serait complice aussi. Bon, allez, nous, il faut qu'ils nous situent. Nous, on a fait notre part de travail. Il revient maintenant aux institutions de la République pour que ces institutions puissent situer l'opinion. Vous savez, revenons un peu sur le cas du Premier ministre. Vous savez, le Premier ministre, il est Premier ministre, il est actionnaire dedans. Tout à l'heure, Tchania a dit que l'action c'est à 200 000. Vous savez, comment fonctionne l'action? Vous pouvez prendre l'action aujourd'hui, l'action peut avoir une valeur de 10 000, mais après, ça peut prendre une autre valeur. La dernière fois, l'économiste Koumou, il a démontré que l'action aujourd'hui à Ouassem, une action, ça vaut plus de 100 000. Ça vaut plus de 100 000 là-bas à Ouassem. Et ils ont pris ça à un montant donné, mais aujourd'hui, ça a pris de la valeur. Donc, on ne veut pas dire qu'il a 200 000 maintenant. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que le Premier ministre n'est pas seulement le Premier ministre. Il est aussi le président du conseil de surveillance de l'ITIE. L'ITIE, c'est un processus pour la transparence dans l'industrie minière. Dans les industries extractives. Et le Premier ministre, il est le premier responsable de l'organe le plus élevé de l'ITIE. Et il se retrouve actionnaire dans une société minière. Une société minière qui viole plusieurs de nos lois. Mais voilà, face à laquelle les Togolais qui travaillent, face à laquelle il n'y a aucune autorité pour la faire, pour la tenir en respect. Vous voyez, et donc, le conflit d'intérêts, tout ça est manifeste. Donc la mort et la chosification des Togolais à Ouassem ne dit rien à ces actionnaires togolais. On comprend pourquoi depuis 20 ans, voilà, les gens sont tués face aux dérives de Ouassem. J'ai rappelé tout à l'heure quelques-unes des dérives dont Ouassem se rend coupable. Je crois qu'on ne peut pas dire que les gens puissent se réjouir de la mort. Du malheur de leur... Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait jusqu'à ce jour. Ce que j'attends du gouvernement, à partir du moment où tout cela se révèle, je crois que le Premier ministre, peut-être que depuis que nous en parlons, il n'a encore rien dit. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont garder un silence. Puisque tous les jours que Dieu fait, les gens continuent par en parler. Le gouvernement finira par rompre, ils finiront par rompre le silence. Même si ce n'est pas directement le Premier ministre, il faut que de la part du gouvernement, il y ait un communiqué pour situer l'opinion. Voilà. Il faut que l'OTR ou l'argent, la fiscalité, les impôts dus par les sociétés Ouassem, où ils doivent verser cet argent, il faut que l'OTR communique. Et que maintenant, les économistes togolais, ceux-là qui comprennent mieux, parce que moi je ne suis pas économiste, voilà. Nous en parlons, mais qu'ils nous situent, parce que le jour que l'OTR parlera, il n'y a que les économistes pour situer le Togo. Ont toujours des problèmes, voilà, donc la semaine dernière aussi à la SNPT, c'est la grève qui a encore eu lieu. Et juste pour paralyser les activités. Mais finalement, on se demande à quoi servent alors les fonds que génèrent donc ces sociétés. Vous savez, la grève de Ouassem, par exemple... Et SNPT. Excusez-moi, on a tellement parlé de Ouassem. Dans la SNPT, elle est liée à quoi? Ce sont des engagements que le gouvernement avait pris. Le gouvernement du temps de Aoumé Zounou. Des engagements, parce qu'il y avait eu des grèves, une série de grèves au temps d'Aoumé Zounou. Et Aoumé Zounou, dans son bureau, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, a pris des engagements vis-à-vis des travailleurs. Donc, ce n'est que ces engagements que les travailleurs de
de la SNPT demande à l'État de respecter. Vous voyez? Et donc, ça pose le problème de... Tout à l'heure, on a parlé de la considération que le gouvernement a pour les citoyens. Comment est-ce qu'on peut prendre des engagements? Le premier ministre, chef du gouvernement, peut prendre des engagements vis-à-vis des travailleurs qui travaillent dans des conditions difficiles. Vous savez, le travail dans une industrie extractive, c'est tellement délicat parce que vous côtoyez la mort tous les jours. Oui. En rien de temps, vous pouvez vous retrouver en morceaux. Il y a eu des gens qui se sont retrouvés dans le sous-sol, enfermés. Il a fallu c'est tellement difficile. Mais si on vous dit les conditions, comment est-ce que ces gens sont payés, et puis, vous savez, beaucoup de ceux qui sont, ou bien disons que ceux qui sont les plus exposés au risque dans ces industries, c'est des gens qui sont sans assurance, qui ne sont pas déclarés, qui sont les plus mal payés dans ces industries. Il faut donc, c'est tout ça que les gens demandent à avoir amélioré. Mais on prend des engagements, on ne les fait pas respecter. C'est déplorable. Mais quand même, le port aussi tourne au ralenti. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les commissionnaires agréés en douane qui l'ont dit la dernière fois, qui d'ailleurs avaient menacé même, observé 3 jours de grève à partir de jeudi dernier. Et il a fallu in extremis que le gouvernement sorte de son silence. Oui, bon, le port, je crois que quand on veut parler du port, je suis un peu embarrassé. Je n'aime pas parler assez du port, mais je crois que le gouvernement togolais, je sais que les gens ont des envies pour donner un look particulier au Togo. Les gens ont des envies pour que le Togo, d'ici dans la projection du temps, puisse être un pays vraiment émergent au point économique, mais au même moment, en le faisant, il y a des dangers que le Togo est en train de courir, puisque aujourd'hui, quand vous parlez du port qui tourne au ralenti, il ne reste plus rien au port. Le port autonome de Lomé n'a que l'administration. Et récemment, j'apprends je suis sûr que les choses avancent dans ce sens. On est en train de brader également la capitainerie. Et donc, quand vous voyez de ce côté Bolloré, vous voyez LCT qui est là, et depuis les Togolais ne savent même qui est derrière, qui tient LCT, et que finalement on veut terminer la capitainerie. Oui, non, mais quand même, par rapport à la grève des douaniers, des choses de la dernière fois, c'est qu'il y a une société, Navitrans, Navi Togo, qui a voulu imposer une taxe à hauteur de 95 à 300 euros par conteneur dans le débarquement, donc, c'est pourquoi j'ai dit que quand on est en train finalement, les étrangers de tout privatiser, dans notre quand pays, vous privatisez tout de vous, et que ceux-là qui prennent ont des obligations qu'ils doivent payer à l'État, ils ne peuvent que faire les réformes comme ils l'entendent. Et face à tout ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Vous savez, il faut revenir un peu sur la question du port. Tout à l'heure, il a dit que le port tourne au ralenti, il n'y a plus rien au port. C'est regrettable. Actuellement, l'activité portuaire, ça profite à qui? Ça ne profite plus aux Togolais, ça profite à ces réseaux qui se sont constitués au port, et c'est les étrangers qui sont derrière. Et parfois, même, on a du mal à savoir qui sont derrière ces intérêts. Vous savez, finalement, ça profite à qui? On parle de port, de Lomé, le port en eau profonde, ainsi de suite. Ça profite à qui? Et voilà, mais les opérateurs maintenant, chacun quitte le port pour se rabattre au Bénin, au Ghana. C'est normal, vous avez beau avoir le port le plus, je sais pas, en eau profonde du monde entier. Dès que les charges sont élevées, les opérateurs, ils vont aller ailleurs. Parce que les autres, ils n'attendent que ça. Il y a Cotonou qui n'est pas loin, il y a Tema qui n'est pas loin. Les autres, ils n'attendent que ça. Maintenant, est-ce que c'est ce que nous voulons? Vous savez, voilà pourquoi, lorsqu'on parle des réformes, il faut bien qu'on réfléchisse aux réformes. Et garantir l'intérêt général, l'intérêt public, l'intérêt du Togo, l'intérêt de nous, les Togolais. Sinon, sinon, on est là en train de brader notre pays à des gens, et naturellement des gens qui sont en complicité avec peut-être la minorité. La minorité, c'est tellement grave. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui blague en disant que vous pouvez même organiser un match de foot dans l'enceinte portuaire aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, mais c'était impossible. Maintenant, la réforme, ou bien les réformes qui doivent plutôt améliorer les choses, sont en train plutôt de détruire les choses. Et c'est triste. Voyez, maintenant, on se demande dans quel intérêt certains fonds prennent certaines décisions. Et pourquoi est-ce que peut-être ce n'est pas ce qui a fait partie un ministre du gouvernement récemment, et je ne vais pas citer son nom, mais... Vous voulez dire Ayassa? On attend de toute façon, tout le monde est curieux, on veut savoir ce qu'il a fait partie. Mais quand même, les activités que nous sommes en train d'exercer, disons, tous les marchandiers, beaucoup de choses dans le pays que nous consommons, viennent par les océans, viennent par la mer. Et donc, Ali Miao Tchanyao, vous avez créé Jacema. Oui. Jacema, c'est quoi?
journaliste africain pour la sécurité maritime. Présidé par moi-même. Voilà, et qu'est-ce que vous voulez faire? Ce n'est pas qu'on veut faire quelque chose de particulier, mais tout de suite à l'entame de notre émission, nous avons parlé des questions d'insécurité. Et nous avons normalement parlé de la route de Palimé, où les gens mettent les citoyens en détresse, les Togolais, les usagers de la route en détresse. Et je voudrais dire que l'Afrique, dans son ensemble, quand j'avais commencé, j'ai dit que les questions d'insécurité concernent toute l'Afrique. Vous savez, nous avons un continent exposé, qui est déjà fatigué par ces genres de problèmes sur ces sols fermes. Et à un moment donné, quand les bandits trouvent que pour eux, la mer, c'est une zone de non-droit où ils peuvent aller faire toutes les opérations sans en être inquiétés. Donc, les grands bandits quittent le sol pour aller se l'Afrique est déjà minée voilà, par les djihadistes, tous les problèmes là que vous connaissez. Et contente de les traquer maintenant, ils transportent ce jeu-là vers les océans. Et quand on sait que l'économie de demain, la grande partie de l'économie de demain va se jouer en mer. C'est en mer qu'on trouve tous les grands gisements. C'est en mer qu'on nous trouve. Il y a la flore et la faune même marine qui existe. Et donc, quand on regarde un continent fragile comme l'Afrique et que tout cela commence par se jouer, sachez que chaque jour que Dieu fait, ou chaque semaine, il y a quand même une tentative d'attaque de pirates. Chez nous ici en Méditerranée, dans le golfe de Guinée, il y a ces tentatives-là qui freinent l'élan du commerce, puisque la grande partie des transactions commerciales dans le monde, à 90%, s'opèrent en mer. Et donc, quand ce sont les bateaux qui transportent les marchandises pratiquement tout. Vers les pays. Et donc, quand c'est comme ça, est-ce que le continent africain doit rester bras croisés quand il voit le danger s'amener? C'est par rapport à ça que lorsque les chefs d'État, ce n'est pas le Togo forcément, l'Union africaine a senti le danger venir, elle a trouvé qu'il faut que les chefs d'État et que les Africains et que nous tous, qu'on se mette en synergie pour essayer de trouver les moyens. La solution idoine par rapport à ce problème. Voilà. Et c'est ça qui va être discuté au Togo du 10 au 15. Et nous, journalistes, nous nous sentons aussi être du continent africain. Et par rapport au rôle de communicateur que nous avons à jouer, nous nous sommes dit qu'il faut s'intéresser à cette thématique-là et qu'on cherche à nous former et que tout ce qui concerne ces questions liées à la sécurité maritime, qu'on puisse vulgariser ça dans la masse pour que toutes les couches africaines s'approprient ces questions-là. Oui, mais lors du lancement la dernière fois, ça c'est ma dernière question à vous, et certains confrères disaient que c'est du bitos. Non, je ne sais même pas ce que vous appelez bitos. Oui, voilà, donnez-nous la réponse. Quand vous dites que c'est du bitos, est-ce qu'il y a évidence, oui ou non? C'est chez nous au Togo que les gens ne veulent pas se spécialiser. Voilà. Les gens peuvent être des journalistes économiques, des journalistes de santé, des journalistes de sécurité, des journalistes dans tous les sens. Qu'est-ce que vous appelez bitos? Voilà. Et c'est clair. Alors, oui, vous savez, moi ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a des enjeux de sécurité. Oui, il y a des enjeux de sécurité en mer aujourd'hui, mais il faut savoir dissocier le théâtre des vrais enjeux. Est-ce que vous savez le nombre de bateaux battant pavillon togolais, c'est-à-dire immatriculés au Togo, qui font des activités criminelles en haute mer? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée de comment est-ce que les entreprises installées sur nos plages polluent la mer? Est-ce que, donc, créant de l'insécurité en haute mer, à mon avis, il va falloir prendre des mesures, prendre des mesures efficaces et adéquates contre ces genres de menaces, d'abord, avant de penser à organiser le théâtre. Bon, moi, je l'appelle un théâtre, le théâtre d'octobre. C'est les chefs d'État, hein? Bon, ouais, bon, on connaît tout ça, ces conférences, ça accouche de quoi? Nous avons de vrais problèmes. Nous avons de vrais problèmes. Il faut trouver de vraies solutions au lieu de faire du théâtre. Maxime, que ce n'est pas le Togo qui organise le sommet d'octobre. Mais c'est l'Union africaine. On nous a dit, l'année passée, on nous a dit, on a dû faire un collectif budgétaire parce qu'on n'avait pas prévu une ligne. Mais et donc, ça un pays. Voilà, malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission, mes chers amis. Alors, merci Ali Miao Tchanyao d'être venu chez nous ce matin. Joachim, merci. Et merci à tous les auditeurs. Merci à Joachim, merci aux auditeurs et bonne fête d'Assomption.